Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Immense plaisir de vous retrouver sur 5 sur 7 matin, la matinale que vous propose Bénin Télévision tous les jours entre 7h et 9h, 6h, 8h temps universel. Nous sommes aujourd'hui lundi 3 mars 2025. C'est le premier lundi de ce nouveau mois de mars que nous vous souhaitons très fructueux. Aujourd'hui, sur 5 sur 7 matin, on pose un débat important. Souvenez-vous, en février 1990, à la conférence nationale des forces vives, il y eut un prélat qui, comme dans un tour de magie, illumina les assises de sa sagesse. Monseigneur de Souza est depuis lors entré dans l'éternité au Bénin. Le rôle du clergé dans le dénouement de cette crise politique était alors salué de tous, mais aujourd'hui, de plus en plus, certaines réflexions pointent du doigt une trop grande immixtion de l'Église, surtout de l'Église catholique, dans le débat politique. Quand on en vient à parler de foi et de politique, eh bien la présidence invite souvent à établir un rapport sans fusion ni confusion, d'une juste et stricte séparation des deux ordres qui seraient foncièrement antagonistes et donc violents l'un envers l'autre. Quelle est la place de l'Église dans le débat politique? Doit-elle prendre parti? Jusqu'où peut-elle aller? Eh bien aujourd'hui, nous faisons le débat. L'histoire retient à peine son nom. Il a été président du Dahomey juste pour 24 heures seulement. Du 19 au 20 décembre 1967, Jean-Baptiste Hatchimé est le 6e chef d'État du Dahomey indépendant, mais son passage reste à ce jour le plus court de tous les présidents qui se sont succédés. Il n'a même presque pas été référencé dans la liste des anciens présidents. Dans sa chronique, Patrick Josso nous conte un règne pour le moins anecdotique, presque oublié. On vous dira tout aussi sur ce nouveau code de déontologie qui régit désormais la presse béninoise. Il a été validé par l'ODEM, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique, dans les médias. 5 sur 7 matin, vous savez désormais tout. Tout de suite et maintenant, le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale. C'est une présentation de Marcel Arrossi. Marcel Arrossi est présent avec moi sur ce plateau, comme toujours, comme à son habitude d'ailleurs. Marcel, bonjour et bienvenue. Herman, bonjour, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien, merci. Un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Un plaisir toujours partagé. À vous donc le devoir de nous servir le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale, le petit déjeuner informatif. Bienvenue donc au premier grand format de l'actualité, comme vous le dites si bien, une séance de reddition de comptes avec les populations de l'Adi pour démarrer. Le porte-parole du gouvernement était face à eux. Plusieurs sujets au menu des échanges, notamment les réalisations socio-économiques au Bénin depuis ces dernières années. Depuis 2016, le gouvernement du président Patrice Talon s'attelle à améliorer les conditions de vie des Béninois. Une ambition qui se matérialise par la mise en œuvre de projets et de réformes en leur faveur. Ce sont donc les fruits de ces réalisations qui sont présentés aux populations de l'Adi. C'était une séance d'échange très importante pour la population qui est contente, rassurée. Il y en a aussi les femmes qui n'ont pas pu avoir le microcrédit à la FIA. Le porte-parole les a rassurées que le MASM sera informé et qu'une diligence sera faite. Donc c'est dit qu'il y a beaucoup de réformes mises en place par le gouvernement et les populations de l'Adi n'en profitent pas suffisamment, ne sont pas au courant et ne sont pas enrôlés. Donc c'est l'occasion pour nous de faire un plaidoyer général pour demander vraiment à l'ANIP de venir spécialement faire l'enrôlement parce qu'on nous annonce ici plus de 18 000 habitants. Mais c'est l'occasion aussi de saluer, et les populations le reconnaissent aussi, la nouvelle voie qui quitte le rond-point Saint-Cécile qui vient jusqu'à la berge de Torita. Sur initiative de la coordonnatrice de l'Organisation des femmes républicaines, cette séance a porté sur plusieurs sujets qui n'ont pas laissé les populations indifférentes. Tout s'est passé dans une ambiance conviviale et nous osons croire que nos doléances, nos suggestions et nos propositions ne sont pas rentrées dans les oreilles du sourd et que le secrétaire général adjoint porte-parole du gouvernement va daigner donc les porter à l'endroit du chef de l'État pour que satisfaction soit trouvée à nos préoccupations. Et nous avons évoqué également la situation du déguerpissement qui est en cours. Le porte-parole du gouvernement nous a rassuré, des solutions idoines vont être trouvées. Ce qui m'a encore plus donné de la joie, c'est qu'il a dit qu'il va faire tout possible et que notre milieu sera aménagé. Parce qu'on a besoin de beaucoup de choses. Par exemple, nous n'avons pas
des toilettes. Nous n'avons pas de voie. Et vraiment, nous sommes contents. Cette séance de reddition de comptes a donc permis aux uns et aux autres de s'imprégner des réalisations du gouvernement en leur faveur et d'en savoir un peu plus sur les réalisations futures. L'affermage de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural a-t-elle comblé les attentes des bénéficiaires? Après 18 mois de mise en œuvre, l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural notamment évalue la réforme. Les résultats étaient au cœur d'un atelier de restitution à Cotonou. Alexis Kenom, Ghislaine Adimi. Objectif de développement durable, l'accès universel à l'eau potable est une préoccupation précieuse au gouvernement du président Patrice Talon. Une place de choix est accordée au sous-secteur de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Un dispositif et des mécanismes sont alors mis en place avec à la clé l'institution de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Son principe d'action, l'affermage. Ce n'est pas qu'institutionnel, c'est également une réforme de mode de délivrance du service, ce qui répond à une nécessité d'apporter une innovation dans la façon dont les populations ont accès à l'eau potable en milieu rural, où le choix a été clairement fait de professionnaliser la façon dont les systèmes sont opérés pour pouvoir satisfaire ce service public. Et nous avons conduit une transaction depuis 2018 de façon à découper le pays en 3 périmètres et à les transférer en termes d'exploitation et de maintenance des ouvrages qui existent à des opérateurs professionnels qui viennent du secteur privé. Le bilan de la réforme après 18 mois de mise en œuvre est des plus satisfaisants. Mais ce qui a changé fondamentalement, c'est qu'aujourd'hui, quand vous parcourez le pays, quand il y a un problème d'eau en milieu rural, vous savez à qui vous adresser. Tant au plan des infrastructures, c'est l'agence, et qui c'est des problèmes liés à l'exploitation, à la maintenance et à la délivrance du service, c'est un opérateur qui est connu, qui a un contact, qui est repérable et qui est redevable. Et aujourd'hui, nous avons réussi, avec l'appui du gouvernement, à mobiliser des fonds pour assurer la construction et la réalisation de 294 systèmes d'alimentation multi-villages pour approvisionner 5 millions de personnes additionnelles ayant accès à l'eau potable. Les performances de la réforme rassurent l'ANAE-PMR. Elle envisage de ce fait de belles perspectives pour le sous-secteur de l'hydraulique rurale au Bénin. Assemblée générale de l'Union nationale des agriculteurs professionnels du Bénin, UNAP Bénin. 16e assemblée générale donc ce vendredi à Calavi. Voici le point. Le secteur avicole béninois représente un maillon essentiel pour l'économie nationale et un levier stratégique pour la sécurité alimentaire. Cette assemblée générale vient relever le défi de structuration et de professionnalisation. Nous aurons à examiner les différents documents, à savoir le rapport d'activité 2024 et le point de mise en œuvre des recommandations de la 15e Assemblée générale ordinaire. Le rapport financier de 2024, le projet de budget exercice 2025. Cette Assemblée est donc l'occasion d'évaluer votre trajectoire et d'aligner vos ambitions futures qui assureront la croissance et l'impact de l'Union. L'UNAP Bénin œuvre pour la transformation durable du secteur à travers des actions d'accompagnement et de plaidoyer. Elle contribue également à une production avicole compétitive. Le gouvernement s'est engagé dans le chantier de l'assainissement de l'environnement économique de la filière avicole. En témoigne l'annonce de l'interdiction de l'importation de la viande de volaille congelée qui constitue un enjeu majeur pour l'essor de la filière. Cependant, l'ambition que nous portons repose sur notre engagement collectif et notre capacité à persévérer. C'est en restant mobilisés que nous pourrons démontrer la solidité et le potentiel de notre production locale. L'Union nationale des agriculteurs professionnels du Bénin ambitionne de garantir à la fois rentabilité pour les éleveurs et sécurité alimentaire pour la population.
Écho du Festival international des arts du Bénin. Dans cette édition, samedi, les participants ont eu droit à un exposé sur la place des femmes dans les arts et expressions artistiques. Que retenir des échanges? Igor Ayosso et Falonki Sezuno. Qu'elles soient artistes, photographes, cinéastes ou managers, les femmes s'imposent aujourd'hui de plus en plus dans le monde des arts. Un monde non pas sans difficulté. Et c'est bien ce qui a motivé cette conférence-débat sur la place de la femme dans les arts et expressions artistiques africaines. Aujourd'hui, être femme dans le domaine de l'art, c'est pas facile. Il faut se battre pour s'imposer. Ce panel permet quand même de donner de l'espoir à nos jeunes sœurs, à nos filles qui aimeraient quand même embrasser ce secteur. Il faut continuer à se battre et continuer à briller. C'est ça qui fait la force du travail. Et il y a une valeur et il y a une reconnaissance de ce travail. Peut-être pas au moment où on le veut, mais à un moment donné, ça porte ses fruits et c'est ça la force, vraiment. Le dénominateur commun, c'était la difficulté que la femme a à être artiste et à pouvoir performer malgré toutes les charges qu'elle pourrait avoir dans le foyer et autres. Donc, nous aidons les femmes à pouvoir s'épanouir davantage et à pouvoir avoir des conditions plus allégées pour pouvoir impacter comme elles font déjà. Des messages forts qui ont eu écho favorable auprès du public. Participer à cette formation, moi, ça m'a vraiment permis de comprendre qu'il faut vraiment passer à l'action, quel que soit ce qui se passe. Mais c'est vrai que nous sommes dans une société où les hommes dominent, mais il faut reconnaître que la femme aussi est en train d'être valorisée et c'est très important. Cette conférence débat, initiée en marge du Festival international des arts du Bénin, vient mettre une fois de plus le projecteur sur ces femmes passionnées et engagées. Des femmes qui veulent juste laisser exprimer leur art. Et voici une nouvelle qui réjouit les acteurs du sport au Bénin. Énergie Handball Club lance ses activités. Il compte lui aussi promouvoir le handball, former la relève et hisser haut les couleurs du Bénin sur la scène internationale. Ernest Tietegou et Blaise Adanko pour la cérémonie. Le handball béninois accueille un nouvel acteur ambitieux, Énergie Handball Club. Nous rejoignons la grande famille des sports de main à la SBE. Avec des objectifs clairs sur la scène nationale et internationale, le club se donne les moyens de ses ambitions. À sa tête, un duo stratégique, Abbas Kora et Barry Mama Bachene. Le recrutement a été minutieusement pensé pour bâtir une équipe compétitive. C'est des joueurs qui ont été champions au niveau de Flowers, d'autres vice-champions au niveau de l'équipe de Aspac il y a cela 3 ans. Et je pense que nous puissions mettre en place des objectifs bien précis avec les joueurs. Nous avons commencé les entraînements. Énergie HBC mise sur le talent, la rigueur et le travail pour s'imposer. Son staff dévoué et sa vision ambitieuse en font un prétendant sérieux à la consécration tant au Bénin qu'au-delà des frontières. Nous sommes venus renverser la tendance, nous sommes venus bousculer la hiérarchie pour dire que Énergie Handball Club est arrivé avec des dents et Énergie Handball Club ne veut pas jouer les seconds rôles, nous voulons jouer les premiers rôles en visant d'abord pénétrer le carré d'âge du handball béninois. Avec le handball, la Société béninoise d'énergie électrique ajoute une 4e discipline à son actif, affirmant ainsi son engagement dans le développement du sport béninois. Énergie HBC veut s'inscrire dans cette dynamique en gravant son nom dans l'histoire du handball national. Quand on est dans une équipe, le jour du match, tout le monde n'a pas forcément la même forme. Il y en a qui ont des problèmes physiques, il y en a qui ont peut-être d'autres problèmes, etc. Donc, il faut savoir composer avec ça. Il faut savoir que si quelqu'un est un peu moins bien, il faut le soutenir. Je reste convaincu que votre contribution sera déterminante pour le rayonnement du sport à la SBE et au Bénin en général. Avant le coup d'envoi du championnat, l'équipe va peaufiner ses automatismes avec des matchs amicaux et un tournoi de préparation le 16 mars prochain. Le défi est lancé. Énergie Handball Club veut briller.
Et comme vous pouvez le constater, la mise en place des sélections sportives départementales est effective. Dans le Zou, les sélections U15 ont entamé leur premier regroupement. Le directeur départemental des sports a donné le coup d'envoi de la première phase au stade de Goro. Pierre Tadin aussi et Kadnel Akapo nous font le point. Pour cette première phase du regroupement des sélections départementales, 96 jeunes sont sélectionnés pour suivre une formation de mise à niveau. Ces U15 évoluent dans 5 disciplines aussi bien chez les garçons que chez les filles. Nous avons procédé à des sélections dans 5 disciplines, à savoir le football, le handball, le basketball, le volleyball et puis l'athlétisme. Et donc c'est un regroupement qui va leur permettre d'être beaucoup plus performants. Et l'objectif au final, c'est de faire en sorte que chaque département puisse disposer d'un vivier assez fourni en jeunes talents, en jeunes sportifs compétitifs et performants. Donc les sélections U15 au niveau du foot, du volley, du hand, de l'athlétisme et du basket sont réunies là au niveau du stade Goro. Et on a rassemblé les meilleurs. Alors nous, pour le basket, on a les 15 meilleurs garçons et les 15 meilleures filles. Des entraînements spécifiques pour faire progresser vraiment les 15 meilleurs joueurs et les 15 meilleures joueuses du département. C'est des jeunes enfants et chez nous en athlétisme, ils doivent toucher à tout. Et donc l'ensemble des sauts, l'ensemble des courses et l'ensemble des épreuves de lancer. Au-delà des performances sportives, le programme de formation intègre une approche éducative. Et voilà un autre point de notre activité. Nous avons instruit les formateurs de pouvoir développer la relation étroite qui devrait exister entre les sports et les études. Ce n'est pas parce qu'on les a sélectionnés qu'ils vont croire qu'il faut uniquement embrasser le sport et laisser les études. Moi, j'ai appris suspension et dribble, les pas, 3 pas d'élan avant de marquer le but. On nous apprend aussi les techniques qu'il faut aux courses de vitesse, soit en hauteur, course de raie. À terme, les meilleurs dans chaque discipline seront orientés vers des académies sportives pour être mieux suivis. Une politique gouvernementale visant à faire du sport un levier de développement socio-économique. Et la virgule sportive de cette édition continue. Coupe d'Afrique des Nations chez les dames. Les Amazones du Bénin s'imposent à la Sierra Leone au premier tour des éliminatoires. Le Bénin affrontera donc le Nigeria au deuxième tour. Récapitulatif des rencontres avec Bruno Swali, suit des images de Alexis Seguamon. Explosion de joie dans le vestiaire béninois. Les Amazones du Bénin sont sur un petit nuage et le drapeau tricolore vert, jaune, rouge brandi en signe de fierté. Le Bénin vient de faire tomber la Sierra Leone à l'issue du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2026. C'est une performance rare pour être soulignée à ce stade de la compétition dans l'histoire du football féminin béninois. C'est un défi relevé et beaucoup de fierté parce que 20 ans auparavant, mon père était le sélectionneur de l'équipe féminine du Bénin. Je crois en 2005-2006, j'étais passé au premier tour. Ils avaient éliminé, je crois, la Guinée. Et malheureusement, ils étaient tombés au deuxième tour. Donc pour moi, quand même, me retrouver ici, c'est forcément, j'ai une pensée pour lui parce que voilà, il avait été à la même place que moi et je voulais quand même au moins faire le même résultat. Tout au moins faire le même résultat. La belle histoire a démarré 4 jours plus tôt à Lomé. Les Amazones du Bénin, grâce à un doublé de Aude Béguissi, capitaine du jour, avaient pris l'avantage 2-1 avant le rendez-vous de Monrovia. Les occasions, on les a eues. Parce que j'aurais eu plus de difficultés si on avait eu des problèmes pour se créer des occasions. On n'a pas eu de problème pour se créer des occasions. Donc aujourd'hui, ce qui a joué contre nous, c'est le manque de chance. C'est aussi simple que ça. Parce que Yolande, avec un peu plus de chance, elle fait doubler. Aude aussi, avec un peu plus de chance, elle aurait pu marquer plus que ça. Au complexe sportif Samuel Doe, les Amazones du Bénin, avec beaucoup de maîtrise, dominent les Sierra Queens. Le score est plus large, 3-1. Et le Bénin sera au second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une victoire collective, c'est une qualification collective. Et ça fait vraiment très plaisir. On est très contents pour ce match et pour cette qualification. C'est historique et moi je suis vraiment contente. Au fond de moi, c'est ouf
Donc pour moi, c'est bien de se qualifier. Prochain adversaire des Amazones, les Super Falcons du Nigeria. Le défi sera plus grand face à une équipe de classe mondiale et les autorités en charge du sport comptent multiplier les efforts en termes de soutien à un groupe des Amazones qui commence pas à faire rêver. Vous savez que la nouvelle dynamique, c'est de mettre les acteurs en synergie d'action. Aucun acteur ne sera oublié ou mis en rade. Tout le monde travaille en synergie et c'est ce que veut le chef de l'État, c'est ce que veut le ministre des Sports. Et sous ces leaderships-là, nous travaillons inlassablement. Et le président de la fédération, vous l'avez vu, très engagé. Et vous voyez également les médias qui sont là pour relayer. L'exploit réalisé par les Amazones du Bénin en éliminant une équipe de la Sierra Leone mieux cotée au classement FIFA est l'illustration parfaite de ce que le football féminin béninois est en nette progression et promet d'ailleurs des accomplissements plus grands. Je pense qu'on a la possibilité de faire des résultats avec les filles plus vite que les hommes. Ça, c'est mon avis. Et il faut travailler sur, pour moi, le moyen, voire le long terme. D'accord. Et pour ça, il faut faire des résultats maintenant avec des objectifs. Bénin-Nigeria, c'est pour la fenêtre FIFA du mois d'octobre prochain. Les Amazones devront faire mieux pour obtenir un résultat de rang face aux géants de l'Est. Voici venu à présent le moment de faire le tour du web, Écho du web. Il y a très longtemps, ces 4 peuples vivaient en harmonie. Qui sera le roi du rap béninois? Le défi est lancé. Les rappeurs rivalisent d'ingéniosité et les internautes en redemandent. Le game reprend. Tout est parti de la sortie du titre numéro 1 de Chris Ba. L'artiste s'autoproclame meilleur rappeur de toutes les générations, plaçant ses collègues et aînés sous son autorité. La toile s'embrase. Anciens et nouveaux sont interpellés. Vano Baby, qui s'est toujours revendiqué comme le sorcier vivant, commence par des posts textuels avant de lâcher enfin sa réponse. Le clutch est officiellement lancé. Chris Ba contre-attaque sans attendre. Mais l'imprévisible Vano Baby revient avec un coup de massue et affirme son autorité dans le game. D'autres rappeurs entrent dans l'arène. Le Renoir fait son entrée et envoie la rappeuse Fat B à la cuisine. Fat B ne se laisse pas faire. La rappeuse réplique: si ma place est à la cuisine, alors c'est pour griller ta carrière, lâche-t-elle. Quelqu'un veut ressortir sa carrière rangée au placard. T'es écouté nulle part, frérot, même pas. Le défi atteint un autre niveau. Hassel Merrill se jette à l'eau, mais Gis le clash violemment dans un diss track baptisé Accélérine Merlin. Ça prend une autre tournure. Hassel Merrill jette l'éponge. J'ai lancé ça, mais moi je vous dis, l'atmosphère actuellement, elle ne me plaît plus. Donc je me désolidarise de ça. Mais qui osera donc avaler le comprimé Accélérine Merlin de Gis? Pas d'effet sur Bobowe, qui balaie tous les clashs d'un revers et s'impose en revendiquant le trône du rap béninois. Le rap béninois a besoin de moi, c'est normal que je pense à la charité, vos rappeurs sont affamés. Depuis cette sortie, un silence apparent règne. Le challenge baisse de rythme. Web humoristes et créateurs de contenu relancent le débat en défiant les rappeurs professionnels. Bande de tarés. Et le sommet, bro, t'es pas discret, parle pas trop fort, sinon ton sou va nous piquer. Ah ouais. Des internautes attribuent des notes. Chacun choisit son champion. Dans la foulée, des classiques des anciens refont surface, remettant en lumière les légendes du rap béninois. Voilà qui met donc un terme à ce premier journal de la journée. Rendez-vous à 13h, 20h puis 23h30 pour d'autres nouvelles sur la télévision nationale. Marcel Arrossian, vous êtes très féru de musique. Est-ce que vous allez sortir aussi votre diss track? On avisera. On met le beat avec Émile Pouenaillon à la régie et puis vous nous sortez un freestyle? Mercredi sera une bonne idée. Mercredi, n'est-ce pas? On prend le rendez-vous pour mercredi, Marcel. Bien sûr. On viendra avec l'instrumental et vous allez poser votre test dessus. Ouais, j'aurais déjà bien écrit mon test aussi. N'est-ce pas? Très bien. Allez, mais en attendant, on va vous retrouver tout à l'heure pour ce que vous savez si bien faire aussi sur 5 sur 7 matin. C'est la revue des titres.
Nous allons ensemble parcourir les journaux parus et parvenus à notre rédaction ce lundi matin, de même que les sites d'information crédibles que vous avez écumés pour nous, Marcel. Nous démarrons aujourd'hui par le quotidien Gaskiani Info, conférence nationale des forces vives de la nation, un héritage en suspens, bien sûr. Et puis, palmarès aujourd'hui, réforme de l'état civil au Bénin. Le CIP, certificat d'identification personnelle, désormais valide pour 5 ans à la une de palmarès. Le potentiel cour spéciale des affaires foncières, CESAF, l'expert géomètre Charles Vaudémin, condamné à 5 ans de prison. Accident de circulation à Pobet, 2 camions chargés d'essence en flammes, le bitume abîmé. Le matin, lutte contre le terrorisme dans le nord Bénin. L'armée béninoise tue 9 terroristes à Kantoro, commune de Karimama. La Nouvelle Tribune, regain d'activité politique dans le septentrion. Pour qui roule finalement Boni Ourou? Point d'interrogation. Le meilleur paysage médiatique au Bénin, un nouveau code de déontologie et d'éthique dans les médias approuvé. Il est constitué de 33 articles, dont 25 devoirs et 8 droits. Controverse autour de la relecture du code électoral. Le président Patrice Talon clôt le débat. Il appelle chacun au travail pour 2026. Le matinal, obsèque du ministre Kwaro Yves Chabi, les hommages mérités de la nation. Jocelyn Natama Neidini, un destin de vie à moitié accompli, dit-il. Réception de certification ISO BC BTP SA triplement récompensé au Bénin. Le chronomètre aujourd'hui, l'initiative Azoli se déploie sur tout le Bénin. Des milliers de jeunes formés pour répondre aux besoins du marché. La nation, 35 ans après la conférence nationale des forces vives de la nation, héritage démocratique et défis actuels, témoignages de personnalités et d'acteurs des assises, à retrouver donc dans sa parution d'aujourd'hui. Fraternité, pays africains les plus démocratiques selon Economist Intelligence Unit, classé 19e, le Bénin, parmi les régimes hybrides. Diakbata, aujourd'hui, 3e mandat ou non au Bénin. Éric Koundété tacle ceux qui parlent de nouvelle république, ordonne Aladati et Wilfrid Léon Mbegui. Riposte, Bénin intelligent, journée de l'Union, mobilisation record autour des enjeux nationaux. Des journalistes avouent avoir contribué à la fin du PRPB. Le Soleil Bénin Info, Wilfrid Mbegui au sujet de la polémique autour des déclarations de l'ambassadeur Gildas Agoncan. Le Bénin n'a rien fait pour demander pardon. Le confrère de la matinée, promotion de la médecine traditionnelle, Koblevi Asia Domain, chercheur infatigable et praticien visionnaire. Matin libre, après l'audit du fichier électoral, code électoral, pourquoi Talon doit aussi faire preuve de bonne foi. Et le Parisien, on veut choisir ou subir. Emmanuel Macron appelle au sursaut européen après le clash entre Trump et Zelensky. Le Télégramme, le sommet consacré à la guerre en Ukraine et organisé à Londres ce dimanche 2 mars est achevé. Voici, via les déclarations des différents dirigeants européens, ce qu'il est ressorti de cette réunion. Urgemment réarmer l'Europe, place des États-Unis, coalition, ce qu'il ressort donc à retrouver avec le Parisien. Clash Trump-Zelensky, rien de plus normal pour Marine Le Pen. De Villepin déplore la surenchère de Retailleau sur l'Algérie. Le ministre s'en fiche. Brut à Moscou, satisfaction de voir Trump réprimander Zelensky. Des Russes interrogés par l'agence France Presse dans les rues de Moscou ont fait donc part samedi dernier de leur satisfaction face à l'échange entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et celui des États-Unis Donald Trump. Voilà pour les titres, la revue de presse dans un instant. On vous retrouve vers les cours de 8h52, 53 minutes sur 5 sur 7 matin pour, on va dire, le condensé de ce qu'il faut retenir, bien sûr, de votre lecture des journaux. À tout de suite, Marcel Rossi. On prend une courte pause. Derrière, on retrouve Patrick Josso pour sa chronique. On vous parle d'une histoire, pour le moins anecdotique. À tout de suite.
levons-nous comme un seul homme pour combattre le mauvais traitement, les viols, le mariage des filles mineures et les violences sexuelles qui sont des pratiques brisant la dignité humaine. Au Bénin, les violences basées sur le genre sont sévèrement punies par la loi. N'ayons pas peur de saisir les autorités judiciaires. Si nous sommes témoins ou victimes d'une quelconque violence. La prévention de la violence sexuelle est la responsabilité de tous. La prévention de la violence sexuelle est la responsabilité de tous. Prenons l'engagement aujourd'hui de briser le silence et de dénoncer tous les cas de violation de droits, quels que soient leurs auteurs. Vous êtes une femme béninoise. Vous disposez d'une compétence avérée. Inscrivez-vous dans la base de données des compétences féminines du Bénin, un creuset exceptionnel de promotion des femmes du Bénin. Le compendium des compétences féminines du Bénin, c'est quoi? Une application dynamique dotée d'une base de données centralisée et renseignée à partir des informations liées aux inscriptions des femmes sur la plateforme. Elle a pour but de révéler et promouvoir les compétences féminines existantes dans tous les secteurs et sur l'ensemble du territoire national et à la diaspora. Quels sont les objectifs de la plateforme? Renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées en révélant et en promouvant des compétences féminines existantes dans tous les secteurs, aussi bien sur l'ensemble du territoire national que dans la diaspora. Fournir des informations utiles aux présidents des institutions de l'État, aux autorités politico-administratives, aux partis politiques, pour le recrutement, la nomination ou la représentation des femmes. Identifier les secteurs où les femmes sont sous-représentées afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice sociale. Promouvoir des cadres d'échange entre les femmes leaders d'une part et d'autre part entre les femmes leaders et les femmes à la base communautaire. Favoriser le réseautage entre les femmes pour assurer la veille et le plaidoyer. Qui peut s'inscrire? Les femmes de l'administration publique, les femmes du secteur privé, entreprises et sociétés, les femmes universitaires, les femmes des organisations de la société civile, OSC, les femmes des organismes et institutions internationaux, les femmes au niveau communautaire, associations et groupements féminins, les femmes de la diaspora, les femmes leaders politiques. Quels sont les critères d'inscription? Justifier de sa compétence dans un domaine donné et disposer d'un numéro d'identification personnelle, NIP. L'inscription sur la plateforme est libre et gratuite. Comment s'inscrire? S'inscrire ou se faire inscrire directement en ligne sur la plateforme en tapant sur le lien suivant: lescompétencesfemmesbénin.social.gouv.bj. Remplissez tous les champs obligatoires du formulaire d'inscription, puis cliquez sur Enregistrer. Vous recevrez ensuite un mail de notification avec lien et code d'activation. Vous faites l'activation du compte avec le code envoyé dans votre mail. Ensuite, remplis les informations relatives aux qualifications, expériences, publications et références. Il ne s'agit pas d'un recensement des femmes. Le compendium vise à faire la promotion de la femme dans tous les domaines de la vie publique, économique, politique et socio-culturelle. L'histoire retient à peine son nom. Il a été président du Dahomey juste pour 24 heures seulement. Du 19 au 20 décembre 1967, Jean-Baptiste Ratchémé est le 6e chef d'État du Dahomey indépendant, mais son passage éclair reste à ce jour le plus court de tous les présidents qui se sont succédés. Il n'a même presque pas été référencé dans la liste des anciens présidents. Dans sa chronique du jour, Patrick Jossou nous conte un règne pour le moins anecdotique, presque oublié. Patrick, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Herman Megan. Un rêve, oui. Un rêve, c'était pouvoir rendre compte des
petits pans de l'histoire, des pans oubliés, ou des pans qui semblent avoir été oubliés. Et c'est ce rêve qui est en train de se concrétiser. Parler de Jean-Baptiste Hatchimé, qui a été presque oublié parce que on ne l'a pas référencé comme tu l'as dit, mais il a quand même été président intérimaire, mais président quand même. Et nous avons réussi à retrouver un de ses jeunes frères. Quand je dis jeune frère, il fait partie des tout derniers de la lignée, mais lui, il a déjà presque 110 ans. Bonjour, monsieur Hatchimé Désiré. Oui, bonjour, monsieur Patrice Diossou. Comment vous allez? Très bien, merci. Et chez vous, ça va? Ça va, merci. Vous avez la pêche, par la grâce de Dieu. On a réussi à vous mettre la main dessus pour qu'on puisse parler, discuter un peu de Jean-Baptiste Hatchimé, qui est votre aîné de loin, et parler de l'homme qui a réussi à pouvoir s'implanter, à pouvoir se retrouver dans une situation où l'on peut se demander mais comment quelqu'un comme ça a pu être oublié, puisqu'il est quand même passé comme président, même si c'est intérimaire. Dites-nous, qui est Jean-Baptiste Hatchimé? Oui, qui fut. Et donc, Jean-Baptiste Hatchimé, le feu colonel Jean-Baptiste Hatchimé, est né en 1929 à Porto-Novo. Sa maman était Bariba. D'accord. Bariba, elle s'appelait Marie Oulou Bawa. Et son papa s'appelait aussi, puisque le papa ne vit plus, il y a longtemps bien sûr, et son papa s'appelait Pierre-Célestin Hatchimé. D'accord. Voilà. Alors vous avez parlé de 1929, je précise, on a eu la date 24 juin 1929. 29, oui. Alors, donc, il a eu 20 enfants, et dans 15 vivants encore. Voilà, c'est ça. Bon, voilà pour l'ascendance, la descendance et la naissance. Alors, lorsqu'on veut parler de lui, on sait qu'il a été militaire. Est-ce qu'il a eu une formation? Est-ce que, comme ceux de son temps, il est resté à Dakar? Oui, il est incorporé dans l'armée comme militaire pendant 4 ans. Donc, 2 ans après, il est allé à Dakar. Voilà. Donc, de là, il est devenu... il a été à la guerre d'Indochine. D'accord. Voilà, il a été à la guerre d'Indochine. Voilà quelqu'un qui a participé à la guerre. Ce n'est pas simplement une formation. Il a été prisonnier de guerre au Vietnam. Waouh. Voilà. Donc, il est allé à l'école des officiers en France. Oui. Et donc... et il a été dit qu'après l'école, il avait la possibilité de rester en France pour continuer. Oui, donc il a préféré rester chez lui, il a préféré rejoindre le Bénin parce que, bon, il a voulu être patriote, quoi. Voilà, donc il a voulu servir, il a préféré servir dans son pays. C'est pour cela qu'il est retourné au Bénin. Donc, il est revenu. Donc, quand il a été prisonnier, il a fait 6 mois en prison au Vietnam avant qu'on ne le libère. D'accord. Voilà. Alors, il est revenu, disons, la période de l'indépendance du Dahomey, devenu Bénin après. Et il est entré dans l'armée, il est resté dans l'armée. Il est toujours resté dans l'armée. Donc, il a été... après son stage dont nous avons parlé tout à l'heure, il a été sous-lieutenant, après lieutenant, et puis en 1966, il a été capitaine. Bon, donc, après, il a été sous-lieutenant, il a été lieutenant-colonel, il a été lieutenant-colonel, et puis colonel. Oui. Voilà. Et c'est quand il était colonel qu'il y a eu le coup d'État? Non, il y a eu le coup d'État en 1967. D'accord. Donc, il y a eu plusieurs coups d'État quand même. Qui se sont succédés. Voilà. Après, le coup d'État du général Soglo, oui. Il a eu d'autres coups d'État. Donc,
Et lui, il y a eu d'autres coups d'État et c'est le colonel Kouandouté qui devrait être président. Donc, lui, il a été intérimaire pendant 3 jours. D'accord. Il a été intérimaire pendant 3 jours. Pas 24 heures, 3 jours. Le temps que le colonel Kouandouté ne vienne au pouvoir. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il a été président. Oui. Alors, j'explique aux téléspectateurs. En ce temps-là, il y avait des passations d'armes. D'accord. Et le général Soglo il avait fait un coup d'État. Mais au milieu de l'armée, certains officiers n'étaient pas d'accord par rapport à sa gestion. Et ils l'ont destitué. Oui, donc c'est ça, destitution, j'y arrive, faite par un coup d'État du colonel Kouandouté. Par les officiers. Voilà, que lui, il a été intérimaire. Oui. Et quand il a été intérimaire, après, c'est le colonel Kouandouté qui a pris le pouvoir. D'accord. Voilà. Donc, c'est cet intérim qui fait de lui un ancien président de la République du Dahomey. Oui. Voilà. Mais ça a été oublié. Voilà. Ça a été oublié. Ça n'a pas été pris en compte. Oui. Ça n'a pas été pris en compte. Oui. Mais pourquoi est-ce que c'est parce que l'homme il était effacé ou non, il n'a pas voulu se faire voir, il n'a pas voulu se montrer. D'accord. Voilà, donc il a toujours servi un peu en cachette, quoi. Voilà. Il se montrait pas trop. D'accord. C'est un homme d'action, mais qui restait sous couvert, qui ne voulait pas se montrer. Ça. Oui. Alors, et après, est-ce qu'il y a eu des actions qu'on peut retenir de lui? Pendant qu'il était en France, est-ce qu'il n'y a pas eu des, je dirais, des distinctions, quelque chose de ce genre? Dans l'armée, il a eu plusieurs distinctions. Il y a eu des décorations. Il y a eu plusieurs décorations que nous avons connues. D'accord. Voilà, oui. Il y a eu des décorations, il y a eu des distinctions dans l'armée. Et après, il s'est pratiquement retiré de la vie politique. De toute façon, il n'était pas un homme politique. Non, mais en 1973, il a été emprisonné ici encore au Bénin. Et quand la révolution est arrivée, on l'a soupçonné aussi de ceux-là qui voulaient faire coup d'État. Donc, il a été emprisonné. Réactionnaire. Réactionnaire. Donc, c'était autant de... où on avait parlé d'aller... Et il a été emprisonné avec le colonel Allé et d'autres officiers encore. Voilà. Donc, mais après, il fut libéré. Il est libéré en 1984. En 1984, il est libéré. D'accord. Et c'est de là qu'il a été réintégré dans l'armée. D'accord. Voilà. Mais disons, 14 ans après, en 1998, il a rejoint les Vêpres. Il est parti. En 1998, il est décédé. D'accord. C'est ça. Donc, on retient que il a été prisonnier de guerre hors de son pays. Il a été prisonnier. Et il est revenu au pays. Il a été prisonnier. Il a travaillé pendant longtemps. Dans l'armée, en tant qu'officier. Et c'est après qu'il a été encore prisonnier. Voilà, pendant la Révolution, en 1973. D'accord. Prisonnier dans son propre pays. Donc voilà le parcours de l'homme. On ne va pas s'éterniser là-dessus, mais on retient quand même qu'il a été président intérimaire. Et comme son jeune frère le dit, excusez l'expression jeune frère. Non, je suis l'un des jeunes frères. Je suis parmi les derniers quand même. C'est factuel. Oui, voilà. Oui, parce qu'il a presque 70 ans déjà. Il reste un tout petit peu pour que j'atteigne. Je suis au seuil quand même. Pas encore 70. Donc c'est pour ça que je dis, excusez l'expression. Il a d'enfants plus âgés que moi. Ah, voilà. Super. Donc, alors, on retient que lorsqu'il a été président intérimaire, il est passé, mais il n'a pas voulu revendiquer comme certains l'ont revendiqué après. Et donc, il est parti tranquille dans sa discrétion. Je crois que c'est en 1998, comme vous l'avez dit, le 3 mai. Le 3 mai. Le 3 mai 1998 qu'il est décédé. Voilà. Donc, Jean-Baptiste Atchémé,
fut aussi président de la République du Dahomey. C'est ce que Très bien. nous retenons. Merci beaucoup à vous, Patrick Diosso, pour cette histoire qui n'est pas très connue de tous ou qui n'est pas connue de beaucoup de personnes. Ça nous permet en tout cas de dénicher, on va dire, ces pans de l'histoire du Bénin et qui échappe à beaucoup de personnes. Et vous disiez tantôt qu'il est décédé le 3 mai 1998. Le 3 mai pour les médias est un jour important parce que c'est la journée internationale pour la liberté de presse. Et pour qu'il y ait liberté de presse, forcément, il faut qu'il y ait une presse professionnelle, une presse qui, on va dire, qui satisfait aux exigences de l'éthique et de la déontologie. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'ODEM, dont vous faites partie, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, a tenu à revoir ces tests qui régissent donc le métier. Il s'agit de 33 articles dont nous allons parler tout à l'heure, 25 devoirs et 8 droits. Nous serons avec le vice-président de l'ODEM. Derrière, il y aura le débat matinal, le forum de discussion qui porte sur l'implication de l'Église catholique donc dans le champ en politique. Jusqu'où peut-elle aller? Bien sûr, nous serons tout à l'heure avec des sachants, des invités triés sur le volet. A tout de suite avec Firmin Gbekan, président, sinon vice-président de l'ODEM. Firmin Gbekan, vice-président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias avec lui. On parle bien sûr de ce nouveau code de déontologie et de l'éthique dans les médias qui a été donc adopté. Bonjour et bienvenue, Monsieur Gbekan. Bonjour Herman. Comment allez-vous? Je bénis le Seigneur et vous-même? Ça va, Dieu merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes donc vice-président de l'ODEM, mais vous êtes par ailleurs directeur de publication du journal Le Meilleur, pour ne pas dire directeur tout simplement du journal Le Meilleur. Merci d'être avec nous sur 5 sur 7 matin. À quand date, on va dire, le dernier code de déontologie et de l'éthique dans les médias? Il y a juste 72, je pense. C'est le 20. Avant qu'il ne soit amendé, je veux dire. Le 28. Le tout dernier. Avant que celui-ci ne soit adopté, ne soit revu récemment. Le 28, là. Le dernier code, sinon l'avant-dernier code, je vais dire, le tout premier code date de 99. 25 octobre 99. Là, ça fait 25 ans après. Nous avons entamé un long processus depuis 2 ans qui a abouti le 28 février dernier, date qui coïncidait fort heureusement avec le 35e anniversaire de la conférence des forces vives de la nation. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à toiletter ce test-là? Alors, 25 ans, un quart de siècle après, et il y a bien des choses dont il faut tenir compte désormais dans la pratique, dans l'exercice même de notre métier. Au moment où les anciens, les doyens, comme nous aimons les appeler, avaient pensé à ce code, il n'y avait pas, par exemple, beaucoup de femmes dans le métier. Il n'y avait pas encore cette digitalisation de la presse. Il n'y avait pas l'Internet à outrance dans le métier. Et il y avait beaucoup d'autres choses dont que nous avons prises en compte maintenant dans le nouveau code. Très bien. Donc aujourd'hui, ce nouveau code contient 33 articles, 25 devoirs et 8 droits, articulés autour de quel point? Alors, je voudrais qu'on retienne, comme vous l'aviez posé dans votre question, avant d'arriver à ce nouveau code, il y a l'ODEM qui a fait d'abord un travail, un véritable périple que nous avons entamé et que nous avons appelé les journées d'éthique et journées déontologiques. Voilà, merci. Qui nous a permis de parcourir les 12 départements du pays en récoltant les préoccupations des confrères et des consoeurs. Vu l'ancien code, quelles sont vos préoccupations actuelles? Donc nous avons fait ce travail. Et après avoir fait ce travail,
l'Union européenne, par le biais du projet Média B, conduit par l'ONG WeWorld et ses partenaires, s'est proposé d'accompagner la suite de ce processus qui s'inscrit parfaitement dans sa vision des objectifs. Et c'est ce qui nous a conduit à agencer les éléments nécessaires en nous basant effectivement sur tout ce qui existait déjà pour pouvoir avoir le code approuvé depuis le 28 février dernier. Alors, que retenir de ce nouveau code? Et déjà, mais avant, que retenir de ce nouveau code pour les téléspectateurs qui sont profanes, qui ne sont pas forcément voilà, intégrés dans notre corporation? On va pouvoir leur expliquer ce que c'est que le code de déontologie et de l'éthique dans les médias. Alors, lorsqu'on parle de code, c'est l'ensemble des règles qu'une corporation se donne pour exercer le métier dans le respect total des aspects juridiques, professionnels, pour que nous sommes justement dans le domaine de la presse. Les consommateurs de l'information qui constituent le peuple ont besoin des informations vraies, vérifiées. Et pour faire ce travail, il faut être cadré, je vais dire, par des tests que nous nous sommes donnés. Et le code de déontologie et d'éthique dans les médias, c'est l'ensemble des règles que nous nous sommes donnés, l'ensemble des règles que doit respecter tout acteur des médias afin d'exercer dans la légalité, dans le respect total des tests qui régissent quand même le fonctionnement de notre pays, son métier, pour que lui qui informe puisse informer dans les droits, celui qui reçoit l'information puisse recevoir l'information vraie et vérifiée dans les normes. Est-ce que ce code-là a une dimension coercitive ou c'est juste pour des questions de morale, de valeur, de bonnes mœurs? Nous disons que c'est d'abord pour des raisons de morale et de bonnes mœurs, mais en tant que tribunal des pairs, l'observatoire de déontologie et d'éthique dans les médias, l'ODEM, dont je suis le vice-président et je salue au passage mon président qui m'a autorisé à venir sur ce plateau, Patrick Jossou qui en est un conseiller. L'ODEM s'occupe de tout ce que nous pouvons appeler, est-ce qu'il faut l'appeler dérapage? Lorsque nous sommes sur ce plateau, tout nous est permis comme tout n'est pas permis. Tout nous est permis comme tout n'est pas permis. Tout à l'heure, vous avez fait la revue des titres. Et dans cette revue des titres, il y a des journaux que vous avez cités. On ne peut pas dire du n'importe quoi. Lorsque vous ne respectez pas, par exemple, les règles que nous nous sommes données, le code de l'information qui existe au Bénin, lorsque vous ne respectez pas tout ça, l'ODEM peut être saisi par quelqu'un qui se plaint ou peut s'auto-saisir. Et au sein de l'ODEM, où se trouvent des conseillers qui sont tous des journalistes, nous nous penchons sur ces plaintes-là, qu'on analyse, qu'on étudie, afin de voir où est-ce que le journaliste a fauté. L'ODEM se positionne donc un peu comme un censeur des bonnes mœurs. On peut le dire, on peut le dire, on peut le dire. Et ce tribunal des pairs, je pense que c'est préférable au barreau, hein, c'est préférable au barreau parce que le linge sale se lave en famille. Et ce que, depuis que nous nous sommes installés il y a bientôt 2 ans, nous avons essayé de faire quand même notre petit bonhomme de chemin et je pense que les fruits sont en train d'être comme on peut le dire, à la... Les fruits tiennent la promesse des fleurs. À la promesse des fleurs. Alors, venons-en justement à ce code de déontologie adopté il y a juste quelques jours. On parle de 33 articles, les rappelé tout à l'heure, de 25 devoirs et de 8 droits. Pardon ? 25 devoirs et de 8 droits. Voilà. Pourquoi autant de devoirs et peu de droits? vous devez le savoir. Pourquoi autant de devoirs et peu de devoirs? En réalité, pourquoi autant de devoirs et peu de droits? Les devoirs, d'abord parce que nous sommes appelés à faire un métier noble qui mérite respect et engagement, abnégation totale. Et
vous prenez votre maison. Je pense que vous avez le droit de vivre aisément dans votre maison, mais vous avez plus le devoir de bâtir votre maison de façon décente. Vous avez plus le devoir d'entretenir votre maison pour qu'elle continue de vous abriter comme vous l'auriez souhaité. Plus de devoirs que de droits. C'est le métier que nous exerçons qui l'exige comme ça. Les droits, en réalité, c'est le chiffre, sinon que ça nous protège globalement. Dans l'entièreté, le journaliste est protégé aujourd'hui par le nouveau code, les droits qui lui indiquent ce qu'il a à faire pour mieux exercer son métier, les devoirs qui sont là pour lui dire, mais il exerce un métier noble et on ne doit pas l'embêter, on ne doit pas, il mérite respect comme le médecin, comme l'avocat, comme tout autre corps de métier. Voilà. Très bien. Alors Patrick, justement, vous êtes conseiller à l'ODEM. Vous recevez sans doute forcément beaucoup de plaintes. Oui. C'est à juste titre qu'il fallait toiletter ces tests-là, leur insuffler un sang neuf pour leur permettre d'être adaptés aux réalités de l'heure. Oui, tout à fait. C'est à juste titre parce qu'il y a eu un moment où la population se sentait un peu lésée. Lésée, pourquoi ? Certains se disent, les journalistes, quand ils sont là, c'est pour porter des nouvelles, qu'elles soient vraies ou fausses. Et il y a eu aussi un moment où les plaintes des populations étaient nombreuses. Beaucoup de personnes se disent que le journaliste ne peut plus dire vraiment la vérité. On ne croyait plus aux journalistes. Et on a fini par remplacer les journalistes dans la tête par tous ceux qui interviennent sur des plateformes virtuelles, tous ceux qui sont activistes web ou web activistes, et eux-mêmes se réclament journalistes, et dès qu'il y a une activité, dès qu'il y a un événement, ils se mettent dans la peau de journalistes pour divulguer l'événement sans tenir compte de ce que l'on peut donner comme information, ce qui est bien à dire, ce qui est bon à dire, et sans tenir compte de... Il ne se soucie pas vraiment des règles du métier. Il ne se soucie d'aucune règle du métier. Et ce qui est encore plus grave, ce n'est pas qu'ils ne se soucient pas des règles, mais ils inventent, ils sont dans l'invention d'informations. Ils sont dans la désinformation, dans la malinformation, dans la mésinformation. Et dans la manipulation de l'information. Oui, donc c'est une manipulation totale. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là pour redonner pour redorer le blason de la presse, pour donner encore cette noblesse de ce métier qui est quand même un métier noble. C'est le seul métier où, sans faire de serment, on est astreint à un serment. On ne fait pas directement de serment. L'avocat fait un serment. Le médecin fait un serment. Le serment d'Hippocrate pour le médecin. L'avocat, il fait le serment. Et le serment, c'est de plaider une bonne cause. Mais l'avocat, malgré son serment, a le droit de mentir. Ce que le journaliste n'a pas. Le journaliste n'a pas ce droit-là. Le journaliste ne doit pas mentir. Vous voyez, lui ne fait pas de serment, mais il ne doit pas mentir. Il doit dire la vérité, rien que la vérité. Il doit rester collé aux faits. Il doit rester collé aux faits. Comment rester collé aux faits sans déraper, sans que les faits ne puissent vous astreindre à être même emprisonné, parce qu'il y a des faits qui ne peuvent pas être présentés. Il y a des images macabres qu'on ne peut pas montrer, parce que l'éthique empêche de montrer ces images-là. Lorsqu'on est en journalisme, on vous apprend qu'il y a des images qu'on ne montre pas, qu'il y a des images qui sont illicites, qu'il y a des images qui sont illégales, qu'il y a des images qui sont, je dirais, ordurières. Mais lorsque vous n'apprenez pas ça, ou lorsqu'il n'y a pas de test pour pouvoir vous cadrer, vous vous sentez libre et vous faites, excusez l'expression, du n'importe quoi. Et c'est pour éviter de se retrouver dans ce n'importe quoi que le code avait été libéré, avait été édité par les journalistes. Et en ce moment où on éditait le code, on disait le code de déontologie de la presse béninoise. Et dans ce code, il y avait aussi l'éthique, mais on n'en parlait pas, on n'affichait pas le fait qu'il y a l'éthique. Et l'éthique, on ne peut pas faire cette déontologie sans l'éthique, sans la morale, sans tout ce qui touche autour de ce qu'il y a à faire de bien
pour que la société se sente bien dans sa peau. Il n'y avait pas cette éthique. L'ODEM, 9e mandature, a pensé retoiletter. Parce que les plaintes les plaintes qu'on recevait, c'était des plaintes qui ne pouvaient pas ne pas attirer notre attention sur le fait que les journalistes ont commencé par oublier l'éthique, par mettre l'éthique de côté. Dès qu'il y a une information, on s'y lance. Ça partait un peu en cacahuète. Oui, ça partait en cacahuète. Et ceux qui venaient déposer les plaintes, ils étaient horrifiés parce qu'ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe dans la presse? Et nous, on a dit, mais allons-y. On a essayé de régler. Mais chaque fois qu'on fait recours au test, il y a toujours quelques petits sujets, quelques petits points qui n'étaient pas des points assez sensibles. Il fallait mettre l'accent sur ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit, non, nous ne pouvons pas toucher au test. L'ODEM ne peut pas toucher à ces tests. Il faut repartir à la base. C'est pour ça que nous sommes repartis vers les journalistes. On a fait le tour, comme le vice-président l'a dit, le tour des 12 départements pour recueillir l'avis des journalistes sur le code de la déontologie de la presse béninoise. D'accord. Et quand on a fait ce tour, on est revenu pour toucher à ces tests-là, ce qu'ils ont dit par rapport aux tests. Certains ne connaissaient même pas le code. Ça, il faut le dire. Et c'est bien dommage quand même. Oui, c'est bien dommage. Exercer un métier sans connaître les règles qui régissent le métier. Donc on leur a relu le code et ils ont dit, mais à telle partie, on ne comprend pas, est-ce qu'on ne pourrait pas? Et on a recensé tout. Les équipes ont tout recensé par rapport à chaque article de l'ancien code, du code de déontologie de la presse béninoise. Et on en est arrivé à avoir un code, un CDM, un code de déontologie, un code de l'éthique et de la déontologie des médias. Voilà. D'accord, très bien. Voilà, il fallait donc faire ce préambule, pour ne pas dire ce travail d'histoire qui a entouré, qui a conduit à l'aboutissement de ce nouveau code dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Firmin, est-ce que vous pouvez justement nous dire quelques articulations de ce nouveau test? Alors, le nouveau code, en termes de chiffres, le nouveau code passe à 33 articles, dont 25 devoirs et 8 droits, comme tu le disais déjà. Et il existe désormais, dans ce nouveau code, un petit glossaire pour clarifier la sémantique de certains usages journalistiques et juridiques. Parce qu'il y a des thèmes que les journalistes emploient, où ils ont des difficultés à employer. Quand vous utilisez ces thèmes dans vos articles, dans vos émissions, ça peut vous conduire rapidement devant les barreaux quand peut-être, en tout cas, quelqu'un est arrivé à se plaindre contre vous. Donc, nous avons un petit glossaire désormais dans le nouveau code. Ce petit glossaire qui recense certains thèmes que nous utilisons souvent, c'est là, on les a définis. Et le journaliste peut désormais savoir, mais qu'est-ce qu'on appelle sûreté de l'État ou sécurité de l'État? Quelle différence y a-t-il entre ces deux termes? Qu'est-ce qu'on appelle? Donc, ça existe désormais. On a dans le nouveau code, après ce glossaire, nous avons 12 directives. 12 directives qui sont comme des recommandations que nous avons eu à faire. Oui, le nouveau code a mis un accent particulier sur la gravité, comme l'a dit le conseiller Patrick, sur la gravité de la désinformation, la mésinformation et la malinformation. Ces trois thèmes doivent régulièrement venir certainement au cours de nos formations pour que les journalistes sachent ce que c'est que la mésinformation, par exemple, ce que c'est que la désinformation, ce que c'est que la malinformation. Le nouveau code a tenu grand compte des, excusez-moi du peu, personnes vivant avec un handicap. C'est désormais pris en compte. Le nouveau code a tenu compte de du genre. Oui. La femme a sa place aujourd'hui dans ce nouveau code-là. Et ce n'est dans toute rédaction aujourd'hui où il doit exister désormais la gente féminine, un regard particulier doit être tourné vers la femme en quelque sorte. Le nouveau code a insisté également sur la confraternité. Nous sommes ici maintenant, nous sommes des confrères, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Peut-être que je cherche votre place et vous ne le savez pas.
Vous ne le savez pas, peut-être. Je peux vous la céder bien volontiers. je n'en ai pas besoin. Donc, le nouveau code a défini des mécanismes pour empêcher ce genre de choses désormais. Et on le dit, les loups ne se mangent pas entre eux. Donc, c'est un nouveau code vraiment qui vient améliorer beaucoup de choses dans la vie et dans l'exercice du métier. Très bien. Merci beaucoup à vous, Firmin Bekan, d'être passé sur 5 sur 7 matin, nous éclairer sur ce nouveau code donc, de déontologie et d'éthique dans les médias. On s'imagine qu'il y aura forcément une campagne de vulgarisation auprès des confrères pour que ce code-là soit intégré de tous. Nous attendons, en tout cas, la multiplication du code de la part de notre partenaire. Dès que c'est fait, il y aura d'abord la grande campagne de vulgarisation du code. Ça va se faire sur toute l'étendue du territoire national et ne vous inquiétez pas, vous aurez votre code. L'ORTB aura son lot, télévision comme radio. Ne vous en faites pas. Très bien. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Il est prévu même qu'il y ait la traduction dans certaines langues. Oui. Ça, le code sera traduit dans certaines langues nationales. Il y a quelques jours seulement, on a parlé de la journée internationale de l'alphabétisation. Donc, le code a tenu compte des langues nationales. Des langues maternelles. Voilà, des langues maternelles, justement. Le code a tenu compte, en tout cas, sera traduit également dans certaines langues. Nous avons prévu également la version pour... Comment vous appelez ça, les malvoyants? Les personnes malvoyantes, la version braille. La version braille. Donc, eux aussi, ils auront leur part. C'est un travail très bien. Qui va satisfaire quand même à 99% la corporation. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Pat. Et à très bientôt. 5 sur 7 matin à Libre. Merci à toi. Il est l'heure d'installer le débat matinal, le forum de discussion. Mais avant une pause, le temps d'installer mes francs-parleurs de ce lundi matin. À tout de suite dans un peu plus de 3 minutes. La limitation de la transhumance et l'interdiction de la transhumance transfrontalière a commencé par donner aux éleveurs beaucoup de leçons. L'élevage naturel, ça là c'est terminé. Il faut qu'on aille à un élevage où nous-mêmes nous allons produire les fourrages pour quand même donner de la graisse à nos animaux. Pour pouvoir disposer de l'aliment, c'est-à-dire le fourrage en quantité et en qualité suffisante, nous allons pouvoir appuyer tous les éleveurs autant qu'ils sont pour pouvoir mettre à leur disposition de l'aliment bétail à un prix subventionné. Le bénéfice que nous voyons, c'est l'éducation de nos enfants. Quand vous allez partir maintenant vers Fana, vous allez voir les enfants qu'on emportait là. Ils ne sont plus partis, ils sont à l'école. Il faut remercier le gouvernement et remercier le projet POSEP. Si nous ne changeons pas notre méthode, nous allons disparaître. Les éleveurs doivent pouvoir prendre leurs dispositions très tôt pour pouvoir assurer l'alimentation des animaux, si tel est qu'ils veulent vraiment continuer dans cette activité-là. Il faut qu'on aille au fourrage, à la production du fourrage. C'est tout ce que je peux dire à nos éleveurs et qu'on essaie à chaque fois de leur répéter le pâturage naturel, qu'on doit mettre fin à ça parce qu'aujourd'hui c'est la source des conflits au niveau de toutes les communes du Bénin. Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à l'AFIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formé sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations.
C'est simple et pratique, comme toujours. Microcrédit Alafia, le crédit qui vient à vous. Merci Microcrédit Alafia. Vous êtes une femme béninoise. Vous disposez d'une compétence avérée. Inscrivez-vous dans la base de données des compétences féminines du Bénin, un creuset exceptionnel de promotion des femmes du Bénin. Le compendium des compétences féminines du Bénin, c'est quoi? Une application dynamique dotée d'une base de données centralisée et renseignée à partir des informations liées aux inscriptions des femmes sur la plateforme. Elle a pour but de révéler et promouvoir les compétences féminines existantes dans tous les secteurs et sur l'ensemble du territoire national et à la diaspora. Quels sont les objectifs de la plateforme? Renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées en révélant et en promouvant des compétences féminines existantes dans tous les secteurs, aussi bien sur l'ensemble du territoire national que dans la diaspora. Fournir des informations utiles aux présidents des institutions de l'État, aux autorités politico-administratives, aux partis politiques, pour le recrutement, la nomination ou la représentation des femmes. Identifier les secteurs où les femmes sont sous-représentées afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice sociale. Promouvoir des cadres d'échange entre les femmes leaders d'une part et d'autre part entre les femmes leaders et les femmes à la base communautaire. Favoriser le réseautage entre les femmes pour assurer la veille et le plaidoyer. Qui peut s'inscrire? Les femmes de l'administration publique, les femmes du secteur privé, entreprises et sociétés, les femmes universitaires, les femmes des organisations de la société civile, OSC, les femmes des organismes et institutions internationaux, les femmes au niveau communautaire, associations et groupements féminins, les femmes de la diaspora, les femmes leaders politiques. Quels sont les critères d'inscription? Justifier de sa compétence dans un domaine donné et disposer d'un numéro d'identification personnelle, NIP. L'inscription sur la plateforme est libre et gratuite. Comment s'inscrire? S'inscrire ou se faire inscrire directement en ligne sur la plateforme en tapant sur le lien suivant: lescompétencesfemmesbénin.social.gouv.bj. Remplissez tous les champs obligatoires du formulaire d'inscription, puis cliquez sur Enregistrer. Vous recevrez ensuite un mail de notification avec lien et code d'activation. Vous faites l'activation du compte avec le code envoyé dans votre mail. Ensuite, remplis les informations relatives aux qualifications, expériences, publications et références. Il ne s'agit pas d'un recensement des femmes. Le compendium vise à faire la promotion de la femme dans tous les domaines de la vie publique, économique, politique et socio-culturelle. « 5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Souvenez-vous, en février 1990, à la conférence nationale des forces vives, il y eut un prélat qui, comme dans un tour de magie, illumina les assises de sa sagesse. Monseigneur Isidore de Souza est depuis lors entré dans l'éternité au Bénin. Le rôle du clergé dans le dénouement de cette crise politique était alors salué de tous. Mais aujourd'hui, de plus en plus, certaines réflexions pointent du doigt une trop grande immixtion de l'Église, surtout de l'Église catholique, dans le débat politique. Quand on en vient à parler de foi et de politique, la prudence invite souvent à établir un rapport sans fusion ni confusion, d'une juste et stricte séparation des deux ordres qui seraient foncièrement antagonistes et donc violents l'un envers l'autre. Quelle est la place de l'Église dans le débat politique? Doit-elle prendre parti? Jusqu'où peut-elle aller? Eh bien, nous faisons le débat avec autour de la table Père Arnaud Éric Aguenounon. Il est philosophe politique, écrivain, directeur de l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau. Il a notamment écrit plusieurs ouvrages. Sa dernière parution, Le pouvoir du déni, chronique d'une démocrature assumée. Bonjour et bienvenue, Père. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. En face de vous, docteur Francis Eloche Attadé, analyste politique, expert en gouvernance.
Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. À côté de vous, docteur François Azissou, sociologue spécialiste en gestion des projets. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. C'est un plaisir de vous recevoir également, messieurs, sur 5 sur 7 matin. Francis, Eulouge Attali, on va faire un petit bond dans l'histoire et justement prendre 1990 comme un marqueur, et notamment le rôle qu'a joué le clergé dans cette conférence des forces vives de février 1990. Il est dit que jusqu'à la dernière minute, Monseigneur de Souza lui-même ne savait pas qu'il allait présider à ces assises. Je crois que les mécanismes de Dieu sont insondables. Il faut avouer évidemment qu'en 1990, la situation était délétère. Et Dieu a dû susciter en fait un homme de Dieu, l'Église catholique, pour aider à dénouer les écheveaux. Je crois évidemment que 1990, incontestablement, reste un tournant important dans l'histoire politique du Bénin, puisque la conférence des forces vives a servi de rampe de lancement du Bénin sur la scène internationale. Et depuis cette conférence, nous avions développé l'expérience d'une démocratie pluraliste avec des alternances régulières au pouvoir. On peut donc dire que Monseigneur a joué un rôle important, mais c'était conjoncturel. Il faut avouer que le contexte de l'époque 90 a permis à l'Église d'intervenir. Donc c'est une situation conjoncturelle, mais l'Église a joué un rôle déterminant. Bon, maintenant, vous savez que les chrétiens, c'est les citoyens, d'une part. D'autre part, ils sont porteurs de la foi fondée sur les valeurs éthiques et morales. Or, vous convenez avec moi que ces valeurs, si elles sont dégradées, forcément posent problème, parce qu'on se demanderait à qui irions-nous. Et vous convenez avec moi qu'il y a des compromissions morales en politique. Or, l'Église est la sentinelle éthique et morale. Dans ces conditions, il est normal que dans votre introduction liminaire, vous puissiez vous poser la question de savoir jusqu'où devrait aller l'Église. Et à ce titre, je constate que l'Église doit savoir, à des moments donnés, poser des pas rassurants pour permettre en fait aux acteurs, que ce soit acteurs institutionnels, acteurs politiques et citoyens ordinaires, de continuer à accorder le crédit. Parce que vous savez que c'est prestigieux. Il y a les évêques, les prêtres exercent une fonction à la fois d'une grande noblesse, mais d'un grand prestige. Or, il faut qu'ils sachent raison garder pour qu'on ne puisse pas décrédibiliser l'Église. Docteur François Azissou, est-ce qu'avant 1990 et ce rôle majeur joué par l'Église donc, dans ses assises politiques, il y a eu déjà un rapport État-Église assez poussé, prononcé dans le champ politique? Bon, dans le champ politique, mais il faut remonter vraiment à l'histoire pour se dire que déjà à l'école, au collège, ce qu'on nous enseigne par rapport à l'Église, nous nous rappelons déjà de la question des 3 M, marchands, missionnaires, militaires, pour nous dire que l'Église est vue comme dans un rôle expansionniste dans notre pays. L'Église a joué un rôle aux côtés du pouvoir politique pour que la colonisation puisse être installée et donc pour que le politique puisse faire son travail. Pendant longtemps, ça a été ainsi par rapport à notre pays et jusqu'en 90, on a vu quand même le rôle que l'Église a joué déjà avant même la conférence. Avant la conférence, parce que vos archives que vous nous faites passer souvent, les échanges avec les acteurs politiques et la documentation montrent bien comment, par exemple, le président Kérékou a pu éviter le déluge quand il a été attaqué à un moment donné lors d'une grève au niveau de Saint-Michel. Ouais, l'église Saint-Michel, je veux dire. Et donc, ça signifie que, quelque part, l'église trouve toute son importance. Et si nous sommes d'accord que l'église est vue comme une communauté morale au sens de Émile Durkheim, que l'église est que le président de la République, aujourd'hui, prête serment en invoquant Dieu, élément des ancêtres, si nous sommes d'accord que la participation, que l'implication de toutes les parties prenantes joue un rôle important dans la construction de la paix sociale
alors on ne doit plus dire pourquoi l'Église intervient dans les affaires politiques, pourquoi l'Église intervient dans le débat politique. Très bien. On va se tourner vers le père Arnaud-Éric Aguenounon. Comment est-ce que vous analysez les dynamiques, d'accord, entre l'Église et le pouvoir politique des indépendances, on va dire, à nos jours, au Bénin, par exemple, dans le contexte béninois? Je vous remercie d'abord pour votre invitation. Je dois dire que il faut situer l'Église dans toute une histoire. L'Église est la première des institutions. L'Église a 2000 ans et l'Église est une institution aussi politique à part entière, pas politique comme nous voyons dans la sphère politique temporelle. Mais l'Église est politique à part entière, parce que quand on définit la politique, c'est aussi la façon dont une organisation fonctionne, la façon dont l'organisation met en place des méthodes, des normes pour fonctionner en son sein. En son sein, à l'intra, l'Église est politique. L'Église est aussi d'autant plus politique que l'Église, dans son expansion, a connu deux éléments importants. Et l'édit de Milan en 313, où tout l'empire de Constantin est devenu catholique, donc religion d'État. Ensuite, Clovis, par son baptême aussi, a institué la religion catholique comme religion d'État. Donc, dès l'origine, l'Église est intimement liée à la vie politique. Mais plus tard, vous savez, avec les accords de 1929, où le Saint-Siège s'est désolidarisé de la sphère politique au sens temporel, nous avons la souveraineté du pape. Donc, le Saint-Siège, c'est un État souverain. Et le Saint-Siège, aujourd'hui, couvre l'univers entier. Plus d'1,1 milliard de catholiques dans le monde. Et le Saint-Siège, c'est le pouvoir politique, diplomatique du pape. Et il faut distinguer le Saint-Siège de l'État du Vatican, qui est le lieu de résidence et le lieu administratif du pape, qui fait 44 États. Alors, si en 1929, le Saint-Siège est devenu institution en tant qu'État, depuis le XIe siècle, la vie diplomatique de l'Église est en marche à travers les nonces, à travers les nonciatures. Et donc, la mission du pape en tant que chef religieux, mais en tant que chef d'État, cette même mission est dévolue et a ses ramifications dans chaque État où l'Église est incarnée. Et l'Église, vous savez, ce sont des hommes formés, très bien formés. Mais attention, l'Église est dans le débat politique comme acteur social, comme société civile. Mais l'Église n'est pas actrice politique, comme politique en tant que militantisme, en tant que mouvement pour avoir de l'électorat et après conquérir un pouvoir au sens temporel et l'exercer. L'Église n'est pas là pour exercer un pouvoir politique, l'Église n'est pas là pour être nommée à un poste politique, mais l'Église participe au débat social à travers son engagement aux côtés du peuple. Parce que dans un pays où vous avez plusieurs diocèses, on a des paroisses, on a des communautés secondaires, donc on est au milieu du peuple, on sait ce que le peuple est, on sait ce que le peuple vit. Donc l'Église peut donner son point de vue sur une actualité, sur un fait politique, un fait social qui touche la population. Est-ce que c'est le but premier de l'Église? Le but premier de l'Église n'est-il pas de sauver les âmes, de parler de Dieu, d'évangéliser, de demander aux populations de faire du bien, de distinguer le mal, de prier, de jeûner? On va commencer le temps de carême dans pas longtemps. Est-ce que ce n'est pas ça le but de l'Église? Est-ce que l'Église ne s'égare-t-elle pas
en s'immisçant dans le champ politique? L'Église ne s'égare pas, parce que l'être humain est fait de corps, d'âme et d'esprit. L'être humain vit dans une société et est incarné dans cette société-là. Donc tout ce qui concerne les réalités du monde, le pain, la paix, la justice, tout ça concerne l'Église. Et même Jésus, dans la Bible, vous voyez, on lui posait toutes les questions, toutes les situations. Questions de maladie, questions de misère, questions de tragédie, questions de mort. Donc, toutes les questions concernent l'Église. On ne peut pas restreindre l'Église à une activité de la sacristie. Non, l'Église est au cœur du monde. Et avec le Concile Vatican II, on a vu que l'Église est vraiment une institution qui est celle de la terre et lumière du monde. Très bien. Alors, Francis Eloge Attalé, est-ce que foi et politique sont-elles conciliables? Vous posez une très bonne question, mais écoutez, est-ce que Dieu n'est pas plus manipulé qu'un manipulateur? Toute la question est là. Parce que, écoutez, j'ai été d'abord approché, je crois, en décembre, le 30 décembre, j'ai été invité par le directeur de l'école d'initiation théologique et pastorale pour participer à une réflexion sur la même thématique. C'était prévu pour le samedi 4 janvier 2025. Il y avait un conflit d'agenda, je n'ai pas pu honorer ce rendez-vous. Parce qu'on voulait savoir le chrétien et les enjeux politiques en Afrique. Pour comprendre quelle est la pertinence de l'intervention des chrétiens dans le champ politique. Est-ce que les missions, en fait, de l'Église, les missions premières, vous avez bien fait de poser la question, en fait, au Père. Est-ce que les missions premières de l'Église, c'est le champ politique? Est-ce que ce n'est pas préparer, en fait, le citoyen, le chrétien, au salut? C'est ça, en fait, la grosse question. Pourquoi, depuis un moment, on sent une émission de l'Église dans le champ politique? Interrogeons la trajectoire historique du Bénin, de 60 à aujourd'hui. Voyez les césures chronologiques, de 60 à 72. Quel a été le rôle de l'Église? De 72 à 89, en fait, jusqu'à l'effondrement du régime marxiste, avant l'avènement de la conférence, quel a été le rôle de l'Église? Et à quel moment l'Église est intervenue? S'il y a une intervention conjoncturelle, elle n'implique pas des permanences structurelles. Il y a un peu comme une mission permanente de l'Église dans le champ politique. C'est ça qui fait que depuis un moment, nous jetons un regard critique sur l'Église pour nous demander quel est son rôle premier. Et là encore, écoutez, Père, vous convenez avec moi que l'âme est dans le corps, mais n'appartient pas au corps. Et on nous apprend aussi à l'Église que les chrétiens sont dans le monde, mais ne sont pas du monde. Ça veut dire évidemment que le chrétien porte des valeurs éthiques, morales. Or, le champ politique, vous le connaissez mieux que moi, il est polémique. C'est un champ de bataille. C'est un champ où il y a des compromissions. Lorsque l'acteur, le chrétien, qui prépare au salut, s'invite dans ce débat politique, surtout que depuis un moment, on a vu les rapports qui sont établis entre l'Église et une certaine classe politique, avec des colloques qui se sont tenus et des revendications qui ont été portées sur un code électoral. On se demande, est-ce que c'est le rôle de l'Église? Toute la question est là. J'ai du respect parce que, écoutez, j'ai peur que d'ici, on ne me permet plus de prendre la Sainte Seine. Parce que je suis croyant. Mais je constate que c'est la dernière sentinelle, en fait, l'Église. Et si Monseigneur, parce que quelquefois a fait des confessions, il a dit à un moment donné, il s'est retrouvé devant le Monseigneur, et il parlait tellement qu'à un moment donné, il lui a dit, mais pourquoi, Monseigneur, je vous ai dit tant de choses? Parce qu'il incarne, en fait, une lumière. Et cette lumière, quand vous la profanez, mais vous faites tort, non seulement au corps du Christ, mais aussi à Dieu lui-même. C'est pourquoi je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, l'Église n'est pas plus manipulée que manipulatrice? D'accord. Dans ces conditions, oui, je trouve qu'il faut recadrer l'Église dans son rôle. Puisque, dites-moi, interrogeons l'histoire. À quel moment, de 60 à aujourd'hui, à quel moment l'Église est intervenue? Si ce n'est pas à la faveur de la conférence des forces vives de la nation. Donc, c'est une intervention conjoncturelle. Et l'Église doit retrouver, en fait, son coquin, en fait, son confort,
parce que je ne veux pas les confiner dans un rôle de sacristie, je veux les inviter à savoir poser les pas rassurants pour qu'on crédibilise en fait cette institution qui est une institution prestigieuse. Alors, à moins que les pères décident de troquer leur toge contre le costume de politicien. Et là, le père décide à bien mieux faire en Haïti. Observez, avec des fortunes et quelques difficultés, mais ce que j'observe en Afrique, qui me chagrine, c'est qu'il y a des rapports très incestueux entre la foi chrétienne et la politique. Pensez qu'on fait de la politique en soutane? Ah mais oui, il faut maintenant que je fasse un visage découvert. D'accord. Alors, docteur François Zinsou, jusqu'où l'Église peut-elle aller? Est-ce que vous êtes partisan de l'émission du religieux dans le champ politique, où l'Église devrait pouvoir rester sur sa ligne, qui est donc de cueillir les âmes pour le Seigneur? Merci beaucoup. Comme j'ai commencé à le dire, je pense que les différentes parties prenantes d'une communauté doivent se retrouver ensemble, échanger ensemble pour participer à la construction de la paix sociale. Et la politique, par définition, est la construction de la cité. Et il n'y a pas de cité sans paix sociale. Et donc, pour moi, faire la démarcation, c'est assez difficile. C'est assez difficile. Mais il y a des sujets sur lesquels il faut faire très attention. On se rappelle, évidemment, le docteur l'a évoqué tout à l'heure, par rapport à la question du code électoral l'année dernière, l'ancien président de l'Assemblée, Adrien Mbedji, s'était indigné et avait appelé l'Église à rester neutre, à jouer son rôle d'arbitre et à être médiateur. Et vous avez compris, comme une réponse du berger à la bergère Mbedji, et là, ce n'est plus le président Mbedji, c'est Monseigneur Mbedji, comment dire? Roger Mbedji. Voilà, Mbedji disait que cette rencontre est une invitation de l'Église à prendre conscience de la fraternité qui nous lie et nous oblige à nous écouter mutuellement, à chercher à connaître et à comprendre tout ce qui concerne la vie et la gestion de notre pays. Et donc l'Église s'invite à la gestion, où l'Église est invitée à des moments donnés dans la gestion du pays. Et je crois que le rôle de l'Église, c'est d'être conciliateur, c'est d'être médiateur, c'est d'être conseiller. Et moi, je vois ça comme le rôle primitif même de l'Église dans notre pays. Parce que j'ai commencé tout à l'heure par comment ils sont venus. Comment ils sont venus? Ils étaient venus en aidant le politique colonisateur. Et donc, aujourd'hui, il faut faire en sorte que l'Église puisse accompagner, donner conseil et faire en sorte que la politique marche dans le pays. Mais si il arrive que l'on prenne position sur des sujets donnés, alors on risque une déviance. Vous vous souvenez, oui, en 90, on a fait appel à Monseigneur de Souza et qui a su bien gérer cette conférence-là. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer le 35e anniversaire et nous proclamons partout qu'il faut la paix. Il faut la paix et je crois que l'Église doit rester dans ce rôle de paix-là et de prévenir la paix. Et si éventuellement la crise intervient, il faut qu'il intervienne et il faut qu'elle intervienne pour gérer, pour accompagner le politique dans son travail, plutôt que de prendre... Mais il y a un aspect. Oui, comment est-on-il arrivé pour que dans la conscience individuelle et collective aujourd'hui, quand l'Église intervient, on pense que elle a pris sa part. Non, elle veut réclamer sa part. Dans la conscience aujourd'hui, c'est ça. Quand vous intervenez, quand l'Église intervient, on dit, mais oui, on comprend. Le pouvoir n'est pas avec elle.
elles ne sont pas avec le pouvoir. Et donc, c'est ce travail-là qui reste d'importance à faire pour changer les mentalités, pour faire comprendre que non, notre rôle n'est pas d'être sur l'opposition, d'être pour l'opposition ou d'être pour la majorité. Le pouvoir en place. Voilà. Très bien. Alors, Père Aguenounon, est-ce que, en s'immisçant dans le champ politique, en intervenant dans le débat politique, l'Église ne perd pas toute neutralité? Le terme immixtion n'est pas approprié. C'est un mauvais terme. Et vous aurez souhaité quel thème? En s'engageant, par exemple? L'Église ne s'engage pas. En intervenant? L'Église est dans une société. Et dans cette société, l'Église est un corps constitué qui se prononce sur toutes les questions de la société. Vous ne pouvez pas dire à l'Église non, n'intervenez pas sur ça, intervenez plutôt sur ça. Alors que dans l'Église, il y a des électeurs, il y a des citoyens qui ont un passeport, qui ont un acte de naissance, et tout est acte politique dans une société. Dire à l'Église ne pas intervenir, c'est faire preuve de mauvaise foi. L'Église ne prend pas la place du pouvoir d'État. L'Église ne prend pas la place d'un maire. L'Église ne prend pas la place d'un député. L'Église a seulement la possibilité de poser un acte de parole, un acte de dialogue, un acte de réflexion, un acte de fraternité. Et je ne vois pas pourquoi cet acte, aujourd'hui, maintenant, ça gêne. On a eu au pouvoir des personnes qui sont d'une religion de réveil. Mais on n'a pas eu ce problème-là. Aujourd'hui, quand on a les catholiques au pouvoir, c'est là que le problème se pose. Je ne pense pas que ce soit une guerre des religions. Non, ce n'est pas une guerre de religion, mais je vous dis, ou une guerre quand on voit le profil de ceux qui sont au pouvoir, qui sont catholiques ou se réclament catholiques, et qui posent le débat de cette manière en termes d'émission, comme vous le dites, ça veut dire qu'il y a un problème. Le débat ne se fait pas qu'au Bénin, rassurez-vous, mon père. Il n'y a pas qu'au Bénin où l'Église catholique est présente dans le débat politique. Il n'y a qu'à voir au Togo, il n'y a pas qu'à voir au Cameroun, il n'y a qu'à voir en République démocratique du Congo actuellement, il n'y a qu'à voir en Centrafrique. Oui, mais juste là, mes interlocuteurs ne parlent que du Bénin. Parce que c'est le cas qui maîtrise le mieux. Mais je dois relever une chose. L'évangélisation au Bénin ou en Afrique en général n'a pas commencé avec les 3 M. Les 3 M, marchands, militaires, missionnaires. Ces missionnaires-là étaient les aumôniers qui accompagnaient les militaires et les marchands. L'évangélisation systématique est venue bien après, avec des missionnaires qui sont venus pour évangéliser les populations. Il faut qu'on puisse distinguer les choses. Alors, de 1960... Mais laissez-moi finir. Tout à l'heure, je me suis tu et puis vous avez parlé. Laissez-moi aussi. Alors, de 1861 jusqu'en 1989, l'Église est présente. L'Église a des hôpitaux. L'Église est dans l'enseignement. L'Église est dans la formation, dans la recherche. De 1960 à 89, vous ne savez pas le rapport que l'Église hiérarchique a eu avec le pouvoir en place. Vous ne savez pas le rôle du cardinal Ganti dans la vie politique de ce pays. Vous ne savez pas ce que Monseigneur Guimont a fait. Vous dire qu'ils ont agi en Monseigneur Sastre. Oui, l'acte visible que vous avez eu, c'est 89. Parce que c'est une action institutionnelle qui concernait tout le Bénin. Et donc, Monseigneur de Souza a été invité à prendre la présidence de la conférence nationale. L'Église n'aurait pas Mais bien avant ça, il y a eu des actes que vous ne connaissez pas. Justement, est-ce que vous n'aurez... Avec Monseigneur Sastre, à Dimon, le cardinal Ganti. Est-ce que l'Église n'aurait pas pu gagner, enfin n'aurait pas beaucoup à gagner, en restant en sourdine, justement, comme ces prélats que vous avez, dont vous avez évoqué les noms tout à l'heure, ont agi donc en underground, en sourdine, on va dire, comme on le dit, essayer d'intervenir, mais pas au devant de la scène. Les évêques
la conférence épiscopale du Bénin, depuis toujours, après chaque session, sort toujours des communiqués. Et dans les communiqués, il y a plusieurs points. Il y a un point social, un point politique. Les évêques ont toujours publié des lettres pastorales qui existent, soit au plan national, soit dans les diocèses. Ensuite, il y a des institutions qui ont été mises en place, comme l'IAJP, l'aumônerie des cas de personnalités politiques. Donc, toutes ces institutions-là existent pour accompagner la marche démocratique, pour accompagner la société. Ce n'est pas parce qu'on porte une idée, une pensée qui est contradictoire qu'on est opposé. Prenez toutes les encycliques publiées depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez que le contenu des encycliques, que ce soit encyclique au plan politique, au plan du travail, au plan du développement, et j'en passe, toutes ces encycliques-là enseignent les peuples, enseignent les civilisations. Je vais finir par là. Oui. Attendez un instant. Le pape, quand il vient dans chaque pays, comme chef d'État, il s'adresse au monde politique. Il s'adresse au corps diplomatique. Il s'adresse à la société civile. Et les messages sont là. Vous pouvez lire ce que le pape a dit en 2000. La plupart du temps, c'est des exhortations. C'est des exhortations, ce que fait le pape. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous appelez exhortation? Une exhortation, c'est un appel à. Mais ce n'est pas un parti pris. Mais on va vous parler du parti pris. On va rester factuel, mon père. Non, on va rester factuel. Écoutez. On va rester factuel et vous prendre sur des aspects précis. Oui. Lorsque l'Église catholique organise un séminaire sur le code électoral et demande, ou du moins dans les conclusions de ce séminaire, on demande clairement au pouvoir public de revoir le code électoral. Est-ce que ce n'est pas déjà un parti pris quand on sait que c'est déjà la voix portée par une partie de la classe politique, notamment l'opposition? C'est pas parce que l'opposition demande quelque chose et l'Église, ayant examiné le code, ayant examiné le futur, prend mesure des risques liés à la paix et organise un temps de réflexion que l'Église est une opposition. L'Église n'est pas une opposition. Parce que vous insinuez que l'Église est une opposition. Pas du tout, ce n'est pas une insinuation. Mais bien sûr, je reste factuel. L'Église n'est pas une opposition. L'Église n'est pas une opposition. Une opposition, c'est un parti politique ou l'ensemble des partis politiques qui, par intérêt, font du militantisme pour prendre la place de notre pouvoir. C'est ça la définition d'une opposition en sciences politiques. L'Église n'est pas une opposition. On est d'accord. Elle peut porter une parole, un fait, exhorter, inviter, mais elle le fait sans intérêt, avec désintéressement. On le fait par souci de paix, par souci de justice. Vous avez vu un prêtre nommé à un poste? Vous avez vu un évêque élu à une élection? Mais non. Donc je ne vois pas pourquoi le problème de limite se pose. La limite existe et elle est déjà naturelle. Jusqu'où elle peut aller alors, l'Église? Mais je vous ai dit, l'Église fait acte de parole, acte de dialogue, acte de formation, alerte, dénonce le mal, annonce le bien. Voilà ce qu'elle fait. C'est tout simple. Très bien. Alors, on va essayer de, messieurs, on va dire, d'optimiser sur le temps parce que malheureusement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais avant, on va prendre l'avis des internautes qu'on a interrogés. Docteur Zissou, si vous permettez, je vais momentanément prendre votre siège, le temps de recevoir sur ce plateau mon collègue Maurice Tantan qui va nous donner lecture des avis des internautes à qui nous avons adressé la question du jour que je vais rappeler. Comprenez-vous l'implication du clergé dans le débat politique ici et ailleurs sur le continent? Voilà la question que nous avons adressée à nos amis internautes pour qu'ils puissent avoir leur avis sur le débat que nous faisons ce matin. Maurice Tantan va se faire porte-voix de tous ces internautes qui ont réagi sur nos différentes plateformes. Maurice Tantan, bonjour. Bonjour Eman Améguin, bonjour à tous et bonjour à toutes. Est-ce que la moisson est abondante? La moisson est abondante, je peux vous l'assurer. Les internautes ont massivement réagi à la question du jour de ce
ce lundi. Et pour une partie d'entre eux, la présence de l'Église dans la sphère politique dans notre pays et ailleurs peut se comprendre. Pour certains, elle se justifie pour des raisons historiques, sociologiques et spécifiques au continent africain. Cependant, certains ne comprennent pas cette présence-là. Ils estiment que l'Église a tendance, lorsqu'elle intervient dans la sphère politique, à défendre des intérêts qui sont les siens. C'est ce que nous allons voir dans les avis et commentaires de ce matin. Je commence avec Koumassa Maurice. Koumassa Maurice nous écrit: l'hyperprésence de l'Église sur la scène politique au Bénin et ailleurs est justifiée par plusieurs raisons. Elle permet de limiter les dérives des pouvoirs publics ou exécutifs, prévenir les crises politiques et sociales, jouer le rôle de médiation entre les acteurs politiques, notamment la mouvance d'un côté et l'opposition d'un autre, et surtout, elle permet de prévenir les conflits, c'est-à-dire les guerres. À titre d'exemple, écrit-il, le rôle de l'Église dans la tenue de la conférence nationale des forces vives au Bénin en 1990 est à saluer. On va prendre d'autres avis sur le sujet. Parfait Zimvoedo nous écrit: l'hyperprésence de l'Église sur la scène politique au Bénin et en Afrique s'explique par des facteurs historiques, sociopolitiques et culturels. Au Bénin, son rôle clé lors de la conférence nationale de 1990 lui a conféré une légitimité durable dans les débats nationaux. Cette influence résulte de l'histoire, de la faiblesse des institutions, d'une quête de moralité en politique et d'une instrumentalisation mutuelle entre l'Église d'une part et le pouvoir d'autre part. Conclut donc Parfait Zimvoedo. Antares Vidédan nous dit: la présence de l'Église sur la scène politique au Bénin est un facteur clé dans l'apaisement des conflits, surtout électoraux. Plusieurs conflits ont été désamorcés, estime M. Vidédan, par des religieux depuis 1990 à nos jours. Il est bien vrai que c'est un facteur clé, mais il faut éviter l'ingérence sur la scène politique avec parti pris. Cela engendrera des guerres tribales. Alors, il faut que la présence des églises sur la scène politique se fasse dans l'impartialité. On va terminer avec le commentaire de Fernand Sossou qui nous dit: à mon humble avis, et en plus de ce que certains internautes ont déjà trouvé comme réponse, moi je voudrais compléter que l'Église s'immisce de plus en plus dans les affaires politiques, non seulement pour jouer une certaine médiation qui est parfois hypocrite en cas de crise dans un État, mais bien également pour empêcher les dirigeants de prendre des décisions à l'encontre de l'Église et dans l'intérêt de la promotion des valeurs africaines. L'Église catholique en est un parfait exemple, puisque déjà dans notre droit, qui est de source française, elle-même est le produit du droit romain. Donc, pas étonnant que cette Église se prend toujours comme première experte en termes de médiation. Voilà donc ce que les amis internautes nous ont laissé comme commentaire sur la question du jour de ce lundi. Merci beaucoup Maurice Tantan pour ces avis relayés. Merci à vous. Vous passez une excellente journée du lundi. On se retrouve demain. On va retrouver encore le docteur le docteur Zissou, François Zissou. En attendant, je me tourne vers Francis Elojatade qui a fait d'impatience tout à l'heure de parler. On va optimiser parce qu'on a encore 4 minutes pour clore le Je mourrais d'impatience. Pourquoi? Parce que, écoutez, vous savez beaucoup avec moi que l'Afrique a un carrefour. C'est vrai que depuis un moment, l'Église joue un rôle important. Mais la grosse question, c'est comment concilier les convictions spirituelles des pères, en fait, des chrétiens en général, avec les réalités du monde politique. Ça, c'est la grosse question. Vous savez évidemment que c'est vrai que l'Église doit intervenir. Et, père, si vous permettez, si je vous convoque ici Proverbe 10, 9, où en fait Dieu a dit, parce que c'est biblique, que celui qui marche, celui qui agit avec intégrité, marche avec sécurité. Bon, ça veut dire que l'Église appelle à l'intégrité. Donc l'Église est contre la corruption, contre en fait tout ce qui est contraire à l'éthique. Et mieux que ça, il y a Ésaïe 10, 1 à 2. J'ai interrogé un peu, j'ai lu les textes bibliques pour voir qu'est-ce que Dieu demande en fait, aux chrétiens de faire. Et qu'est-ce que les chrétiens font? Et puis, est-ce que dans la dynamique qui est en cours, parce que l'Église a joué, j'ai dit que c'est la première fois en 90 que l'Église, à la face du monde au Bénin, a joué un rôle important.
avant ça, parce que quand on interroge en fait l'intervention de l'Église depuis l'arrivée des SMA, depuis 1861, il a fallu 90 pour qu'on voit le rôle crucial joué par l'Église. Depuis lors, on n'a plus vu d'autres interventions. Il y a eu peut-être des actions souterraines. Mais il y a quelques mois, depuis le vote du Code en mars dernier, on a vu une mission de l'Église qui s'invite et qui prend position ouvertement et vertement. Bon, avec des conclusions, je ne sais pas s'ils ont réussi à adresser ça au chef de l'État. Ceci étant, en tant qu'observateur analyste, je me demande si c'est réellement les missions de l'Église. Est-ce que à conduire l'Église sur le champ politique, ça ne va pas délégitimer et décrédibiliser l'Église? Parce que s'il y a érosion de cette institution, à qui irons-nous, comme dirait l'autre? Très bien. Justement, et c'est la question que je m'en vais vous poser, docteur François Zinchou. Si l'Église perd toute neutralité ou toute crédibilité aux yeux de l'opinion, qui va arbitrer en dernier ressort? Quand on sait que la plupart du temps, c'est l'Église qui vient bien souvent, ou les religieux, pas que l'Église, mais les religieux, un peu comme au Sénégal où on voit quand ça chauffe, où une certaine communauté intervient, on finit par arbitrer le débat. Si les religieux perdent toute crédibilité, qui viendra alors arbitrer le débat politico-social? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire que les concepts d'hyper-présence et d'immission me paraissent effectivement assez forts. D'accord. Mais de présence, de participation, d'implication, oui, pour l'Église. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il faut faire très attention, parce que c'est le professeur Amour Zouvi Dodji qui a écrit La marchandisation de la religion au Bénin. Et cela n'épargne pas l'Église, y compris les autres religions. Il faut faire en sorte que, au niveau de la politique, on ne nous prête pas des intentions dans nos actes, dans ce que nous faisons pour apporter la paix dans la cité. Et c'est ça. Donc aujourd'hui, tout le monde, nous connaissons notre tradition en matière de conseil, en matière d'assistance, en matière d'accompagnement. C'est différent. Et c'est là, il faut faire la différence entre le conseiller et l'arbitre. L'arbitre est sur le terrain. Eux jouent. Ils jouent presque. Parce qu'il est sur le terrain, il est visible, il fait tout. Mais il est neutre. Il n'a pas de parti. Oui, mais il est sur le terrain et très actif. Mais le conseiller travaille en sourdine avec chaque acteur. Donne les éléments nécessaires pour qu'on puisse aller à la conciliation. Et aujourd'hui, c'est ce que nous attendons de l'Église surtout, de travailler avec les différentes parties quand on voit venir un problème et on est à ce niveau-là, dans la prévention des crises et dans la construction de la paix. Père Aguilnon, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Premièrement, je dois dire que quand on a un peu de culture intellectuelle, on se rend compte que l'Église qui a 2 millénaires, cette Église-là est fortement politique. Quand vous lisez les œuvres de Saint-Augustin d'Hippone, quand vous lisez Saint-Cyprien de Carthage, Saint-Ambroise et Saint-Jean-Chrysostome, j'en passe, vous verrez qu'ils ont été toujours des gens qui sont au-devant du débat social, du débat politique. Et il ne faut jamais dissocier le débat politique du débat social. Ça, c'est important, il faut le dire. Mais je ne sais pas pourquoi, quand l'Église, qui a 2000 ans de tradition, qui connaît comment les institutions fonctionnent, quand vous interrogez les diplomates, ils vont vous dire que le Saint-Siège, c'est le lieu le plus emblématique de la diplomatie. C'est le lieu où toutes les informations du monde viennent. Et l'Église est experte en humanité. Elle connaît le monde. Elle sait comment les rouages politiques fonctionnent. Et quand cette Église réfléchit et organise une activité, je ne vois pas pourquoi on va dire qu'elle est téléguidée par une opposition ou une autre. Vous pensez que
l'Église ne transcende pas le pouvoir, l'Église est au-dessus du pouvoir. L'Église existait bien avant, l'Église va continuer à exister. Une opposition passe, une opposition va devenir mouvance, une mouvance va devenir opposition, mais l'Église reste. L'Église reste. Merci beaucoup à vous, Père Arnaud-Ric Aguenounon, philosophe politique, écrivain, directeur de l'Institut des artisans de justice et de paix, Chant d'Oiseau. Merci, docteur François Zissou. Merci, Francis Eloge Attali. On aurait bien voulu continuer par écumer d'autres aspects de ce débat-là. Malheureusement, on va devoir s'arrêter parce qu'il est l'heure. Et surtout, il y a un dernier rendez-vous à tenir, notamment la revue de presse de Marcel Arrossi, que nous allons retrouver sans transition. Marcel, à la une aujourd'hui, les 35 ans de la conférence des forces vives de la Nation. Dans son édition du jour, le quotidien de service public La Nation rapporte largement les témoignages de personnalités et d'acteurs des assises mettant en lumière l'héritage démocratique. Et de son côté, Gasquiani Info dresse un bilan contrasté de l'évolution démocratique du Bénin 35 ans après la conférence nationale de 1990. Si cet événement fondateur a marqué une rupture avec le régime marxiste-léniniste et instaurer un état de droit basé sur le pluralisme et la séparation des pouvoirs. Certains de ces acquis semblent aujourd'hui fragilisés selon le journal. Suite à ces assises et plusieurs années durant, le Bénin s'est imposé comme modèle démocratique en Afrique. La presse béninoise jouissait d'une grande liberté et le pays était régulièrement cité en exemple pour son engagement en faveur des droits fondamentaux, rappelle Gasquiani Info. Cependant, au fil des années, cet élan démocratique a connu un ralentissement. L'article souligne un durcissement des conditions de création des partis politiques, par exemple, une restriction de la liberté de réunion et un recul de la liberté de la presse, observe Gasquiani Info, notamment avec le retour de l'emprisonnement de certains journalistes. Comme signe annonciateur de ce qui pourrait arriver aux acquis de la conférence nationale, si on y prend garde, l'hôtel PLM Alidio a été progressivement menacé par l'érosion côtière, constate Gasquiani Info. Malgré tout, l'espoir demeure, souligne le journal, notamment à travers la persistance d'un espace d'expression critique sur les réseaux sociaux et le respect formel du calendrier électoral. Reste à savoir si ces fondements résisteront à l'épreuve du temps. Et à la une aussi, les réactions internationales face à la guerre en Ukraine. Bien sûr que la guerre en Ukraine continue de susciter des réactions diverses à travers le monde, reflétant des positions géopolitiques variées et des alliances en évolution. Le Royaume-Uni et la France ont récemment annoncé la formation d'une coalition des volontaires pour soutenir militairement l'Ukraine. Lors d'un sommet à Londres, le Premier ministre britannique Starmer a souligné la nécessité pour l'Europe de prendre en main sa propre défense en collaboration avec le président français Emmanuel Macron, rapporte Reuters. Cette initiative vise à fournir des missiles de défense aérienne à l'Ukraine, renforçant ainsi la pression économique sur la Russie. Par ailleurs, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution condamnant l'invasion russe soutenue par l'Ukraine et l'Union européenne, selon le Parisien. Cependant, les États-Unis et la Russie ont voté contre, illustrant ainsi un changement notable de la politique américaine actuelle. La Chine maintient une position de neutralité depuis le début du conflit, refusant de condamner l'invasion russe et s'opposant aux sanctions économiques contre Moscou. Pékin appelle à la retenue et à une résolution pacifique du conflit, tout en renforçant ses relations avec la Russie. En somme, les réactions internationales à la guerre en Ukraine sont variées, oscillant entre condamnation ferme, neutralité stratégique et soutien implicite, reflétant la complexité des relations diplomatiques et des intérêts nationaux en jeu. Merci beaucoup à vous, Marcel Arrossi. C'est moi. Et ici s'achève 5 sur 7 matin, ce lundi 3 mars 2025. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour d'Émile Fouenaillon. Retrouvez-nous demain. Demain, quand il sonnera très exactement 7h, 6h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Bon lundi, bonne semaine de travail à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Salut.